Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les agriculteurs manifestent depuis des mois pour exprimer leur colère. La Macronie a fait le contraire à Strasbourg de ce qu'elle raconte aujourd'hui à Paris. Et l'Europe, elle doit faire sa prise de conscience aussi dans cette crise sur on veut une Europe puissance en termes agricoles ou on la veut pas. Aujourd'hui, on est en train d'aider évidemment un pays qui est en guerre, mais au détriment de tous les agriculteurs français. Vous dites vouloir améliorer la situation socio-économique des agriculteurs et des zones rurales et leur garantir des revenus équitables, mais c'est pourtant bien ici que les politiques qui mettent en péril les exploitations agricoles et les élevages européens sont décidées. Et donc il est souvent question d'Europe dans les problématiques agricoles. L'agriculture française bénéficie de la PAC, vous le savez, mais les exploitants disent souvent souffrir de ces normes européennes en matière d'environnement, Philippe. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Europe, avec Farm to Fork, de la ferme à la fourchette et le Green Deal, est en train de sacrifier les agriculteurs au nom de l'écologie? Est-ce que nos agriculteurs sont réellement défendus par nos politiques à Bruxelles? Est-ce que l'agriculture française, qui était la plus forte d'Europe il n'y a pas si longtemps et qui aujourd'hui est en baisse, comment vous expliquez-vous cela? L'Europe veut-elle la peau de l'agriculture française? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Un spécialiste est avec nous, Emmanuel Ferrand. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes agriculteur céréales et plus élevage bovin avec votre épouse et votre qui est viticultrice aussi. Vous êtes maire de Saint-Pourçain sur Sioule, conseiller régional. Vous gérez le Fonds européen agricole développement rural pour toute la région. Merci d'être ici en direct sur Sud Radio. On revient à vous dans quelques instants avec toutes ces normes aujourd'hui européennes et françaises. Il disait tout à l'heure, les Françaises sont peut-être même plus lourdes que les Européennes, Philippe. Justement, le propos initial de Monsieur le maire, d'une certaine manière, m'a rassuré, puisque en considérant que les problèmes étaient nationaux, il permettait d'entrevoir une issue plus facile. Ça dépend donc de notre pouvoir et de notre gouvernement. Et pourtant, mais je n'ai pas sa science de tout cela, j'avais parfois l'impression, monsieur le maire, qu'il y avait une sorte de division intellectuelle, que l'écologie était traitée de manière abstraite sur le plan de l'idéal par l'Union européenne et que la France était confrontée très directement à la sauvegarde de ses intérêts nationaux. J'ai eu l'impression, pardon de faire référence à mon ancien métier, la même chose sur le plan judiciaire. J'ai eu souvent l'impression que l'Europe s'occupait des abstractions, des idées nobles, de l'écologie ou des droits de l'homme, et que la France était confrontée à des difficultés qui ne parvenaient pas à être réglées parce que précisément l'Europe lui mettait des bâtons dans les roues. C'est un peu simpliste, je l'admets, mais vous saurez remettre de la complexité là-dedans. On fait le tour de table. Jean Dorido. En fait, pour répondre à votre question, si je comprends bien, on demande à nos auditeurs de se positionner. Est-ce que l'Europe a envie de flinguer l'agriculture française? En fait, c'est vraiment à se demander ce que l'Europe cherche à sauver finalement. C'est quand même triste de voir à quel point ce projet européen, qui était sensationnel au départ, c'était vraiment l'idée de vivre en paix et puis d'être plus fort à plusieurs. Il y eut des succès jadis. Ariane Espace, l'Agence spatiale européenne, le Airbus. Et en fait, il a dû se passer un truc, il y a eu un bug à un moment. Et aujourd'hui, l'Europe flingue les industries européennes. C'est pas vrai que pour Alstom, c'est vrai pour le rail dans toute l'Europe, c'est vrai pour tout un tas de sujets. L'Europe flingue les politiques de défense, flingue l'automobile et elle flingue l'agriculture. Et c'est quand même terrifiant de voir à quel point on a filé les clés du camion à une espèce de technocrate comme ça à Bruxelles et rien ne fonctionne. Elle vous embrasse. Hein. C'est Ursula. Ouais, moi, en fait, la question que je voulais poser, c'était de savoir si on pourrait imaginer une agriculture française, européenne, qui ne soit plus financée et portée par ce principe de subvention. J'ai l'impression que ce principe de subvention est un élément finalement au deuxième degré qui a des impacts très désastreux sur les modèles, et que s'il n'y a pas de modèle économique dans l'agriculture, il ne pourra pas y avoir de pérennité. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Emmanuel Ferrand, là vous répondez à 3 vraies voix d'un coup, donc remettez le clocher au milieu du village, ça tombe bien vu l'image qu'il y a derrière vous.
Oui, tout à fait. Bonsoir. Il y a plusieurs questions dans les propos. Je vais essayer d'être le plus concis possible. La première des choses, effectivement, la politique européenne depuis quelque temps, et notamment depuis le Green Deal, implique très sérieusement une diminution de production, et pas simplement dans le domaine agricole, puisque c'était à l'économie globale européenne. Celle dans la manière agricole, c'est le Farm to Fork qui oblige à une diminution d'un certain nombre de moyens de production qui se découlent suivant différents axes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a les surtranspositions françaises. Et c'est vraiment là qu'est le problème. Moi, il m'arrive d'aller à Bruxelles, de discuter avec les gens de la direction de l'agriculture. Ils me disent toujours, quand nous, on fait une directive qui fait une feuille, quand vous la traduisez en français, ça fait un annuaire. Et ça, c'est pas les Européens qui le font. C'est vraiment les Français. Je vais vous prendre un seul exemple, qui est un domaine que je connais bien, qui est le domaine de l'eau sur l'irrigation. Vous avez l'Europe qui dit on ne peut pas financer les systèmes d'irrigation dans des zones qu'on appelle nous des zones rouges, c'est très technique, c'est les zones moins que bon en matière quantitative. Sur ces zones-là, on ne peut pas financer. Mais c'est à vous de fixer les zones. Donc la France fixe ses zones comme elle le veut. C'est exactement dans le même cas dans le cas des directives nitrates. On dit qu'il y a trop de nitrates, ce qui n'est pas toujours vrai. La France, avec Dominique Voynet en 96, a fixé son niveau. L'Allemagne a fixé un autre niveau, les Pays-Bas ont fixé un autre niveau, et nous, comme on veut faire toujours plus blanc que blanc, on l'a fixé tellement bas qu'aujourd'hui on se retrouve en contentieux avec la Commission de Bruxelles qui nous réclame l'argent parce que bien évidemment on n'est pas capable de tenir les ambitions qu'on s'est mis. Voilà. Et pour répondre à la troisième question qui était sur les subventions, évidemment que tout le monde voudrait bien vivre sans les subventions. Néanmoins, les subventions aujourd'hui permettent aux Français de payer une baguette moins d'1 €, alors qu'autrement le prix de revient de l'agriculture plus la transformation, c'est 4 €. Donc la différence aujourd'hui, cette PAC qui a été faite en 1967 et qui perdure et qui est toujours efficace, enfin qui pourrait être efficace, c'est de permettre aux Européens et aux Français de manger à bon marché. Parce qu'autrement, ça veut dire qu'on est livré au marché international et qu'un jour on va payer la baguette 4 €, le lendemain on va la payer 1 €, les œufs ils vont exploser quand on va en manquer. Il n'y a plus de régulation. Et la PAC est là pour faire une régulation. Donc l'Europe, oui, l'Europe, elle doit être faite, mais il faut que la France s'affirme. Et depuis trop longtemps, on l'a vu en matière d'énergie, il se passe aujourd'hui en agriculture la même chose qui s'est passé en matière d'énergie. C'est-à-dire qu'on a cédé, pour l'énergie, c'était aux Allemands. Oui. Et ben là, sur l'agriculture, on cède aux anciens pays de l'Est. Philippe Bilger veut agir. Monsieur le maire, vous avez rappelé, même pour le profane, à quel point le problème, c'était la transposition française des directives européennes en les poussant vers un extrémisme que les autres pays ne cultivent pas. Est-ce que vous pourriez nous indiquer pour quelles raisons la France a cette espèce de pente perverse qui, précisément, contredit les intérêts français parfois? Pourquoi est-ce que c'est une aspiration à une bureaucratie? Quel est le ressort fondamental de cette absurdité? Vous pensez que c'est absurde? Vous êtes agriculteur, venez nous le dire au 0826 300 300. L'absurdité, elle est très simple. La France veut traiter les 2% de fraudeurs. Et donc, met des règles pour 2%, absolument, quitte à sacrifier 98% des producteurs. C'est exactement ça. Dans les fonds européens que gère la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 3 niveaux de contrôle français pour un contrôle européen. C'est-à-dire que quand la région Auvergne-Rhône-Alpes délivre des subventions, elle est contrôlée 3 fois par différentes instances françaises et une seule fois par l'Europe. On est dans le vouloir traiter absolument le cas particulier, et on entrave le cas général. Emmanuel Ferrand, une question. Si j'ai lu des chiffres, il y a 389 000 agriculteurs en France, c'est bien ça, mais je crois qu'il y a 31 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Est-ce que ça fait pas beaucoup par rapport au nombre d'agriculteurs et que pour passer le temps, il faut faire quelque chose, on enquiquine les agriculteurs, non ? Oui, alors dans les 31 000, il faut en enlever 15 000 qui sont dans les lycées agricoles et qui sont de l'éducation, qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Donc il n'y a réellement que 15 000 fonctionnaires. Il faut aussi rétablir les choses. Okay. Néanmoins, il y a beaucoup trop de fonctionnaires. Et il y a surtout beaucoup trop de fonctionnaires dans les offices de contrôle. On manque de fonctionnaires dans les services de proximité aux agriculteurs, on va dire d'instruction de dossiers, etc. Par contre, on en regorge au niveau contrôle. En matière d'environnement, on a la police de l'eau, on a l'OFB, on a tout un tas de services qui nous contrôle. Comme disait un de mes collègues, on a un satellite qui nous passe tous les 3 jours pour nous photographier les fesses en permanence sur nos champs. Oui. Vis-à-vis de l'Union européenne, est-ce qu'on peut raisonnablement, nous, Français, faire marche arrière aujourd'hui sans avoir de conséquences graves?
Non, on n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, la seule chose qui manque à Bruxelles, c'est un pouvoir politique français qui accepte de défendre l'agriculture. L'agriculture européenne, le budget européen, c'est 50% du budget, le budget agricole, c'est 50% du budget européen. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on brade nos intérêts, on brade l'agriculture pour d'autres intérêts, qui sont des intérêts de services, de banques, d'industrie, des choses comme ça. Voilà. Le choix, c'est un choix politique français. Jean Dorido. Oui, j'aurais une question à poser à monsieur le maire, parce que j'entends bien, j'y suis sensible, qu'on est en train de faire, d'après notre invité, la même chose avec l'agriculture que ce que nous avons fait avec l'énergie, c'est-à-dire qu'on a cédé aux Allemands qui voulaient justement continuer à utiliser ces centrales au charbon plein pot et puis nous flinguer sur le nucléaire, parce qu'ils se tirent toujours la bourre avec nous. Là, j'entends qu'on est en train de céder aux pays de l'Est. J'aimerais comprendre quel pays précisément, et finalement, quels sont les intérêts en jeu, qu'est-ce qui arrange les pays de l'Est et qui flingue notre agriculture à nous? Tout simplement que déjà on est dans un rétablissement des niveaux d'aide. Aujourd'hui, le budget de la PAC est toujours le même depuis à peu près une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Sauf que les pays de l'Est sont rentrés. Donc déjà, mathématiquement, vous avez un gâteau qui est plus... Le même gâteau pour plus de monde. Il y a plus de participants pour le gâteau. Or, ce gâteau-là, on le partage avec les nouveaux entrants. De la même façon qu'on l'a fait en 82 avec l'Espagne et le Portugal. Ouais. Mais là, on le fait avec 6 ou 7 pays en même temps. Et des pays qui sont très producteurs agriculteurs en matière agricole. Vous prenez la Pologne, vous prenez la Hongrie, vous prenez la Roumanie, ce sont des formidables producteurs agricoles. Vous avez eu aussi au passage l'Allemagne, la réunification de l'Allemagne, qui a été absolument, qui a bousculé les choses. Ouais. L'Allemagne de l'Est est extrêmement agricole et productive. Donc il y a déjà ce phénomène-là. Et puis ce sont des pays qui veulent produire de manière agricole pour une vocation exportatrice. Donc il y a deux phénomènes, on rétablit le niveau agricole dans ces pays-là et on remet le niveau des aides à peu près chez tout le monde pareil, c'est-à-dire qu'on en met plus sur les pays de l'Est et moins sur la France, les vieux pays, et en même temps on est sur des pays qui sont une vocation exportatrice avec des fermes qui sont immenses. Moi j'étais en Hongrie, j'étais en Pologne, c'est d'anciens kolkhozes, d'anciens sovkhozes qui font 100 000, 300 000 hectares et qui ont des vocations exportatrices alors que la moyenne des exploitations françaises est de 80 hectares, voilà. Est-ce que vous croyez que le gouvernement va être, parce qu'il va falloir du courage politique pour aller dans le sens de ce que vous attendez. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui ? Si c'est pas aujourd'hui, ça sera jamais. L'agriculture a prouvé au moment du Covid, comme les infirmières, comme un certain nombre de choses, qu'on était capable de produire. Et à ce moment des crises, c'est au moment des crises qu'on se rend compte qu'on a besoin de l'agriculture. Eh bien, je pense qu'on est arrivé au bout, de la même façon qu'on est arrivé au bout de l'énergie et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait revenir au nucléaire. Si c'est pas maintenant, c'est la politique de la tête dans le mur, c'est-à-dire qu'on va se fracasser contre le mur et ça sera absolument catastrophique. Donc, moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut réagir. Gabriel Attal a l'air d'être assez volontariste. Je suis pas quelqu'un qui est franchement de son parti, mais il a l'air assez volontariste. On l'attend au pied du mur. Par contre, s'il déçoit les agriculteurs, ça sera la catastrophe pour la suite. Pierre et Martin. Pour continuer sur ce sujet-là, est-ce que vous considérez que la classe politique française a compris, a intégré les enjeux de l'agriculture, ou est-ce que y a une méconnaissance, notamment par le fait que quand vous regardez les ministres de l'agriculture, je crois qu'il y en a qu'un sous la 5e qui a été vraiment agriculteur, donc il peut y avoir une méconnaissance, une incompréhension par rapport à ce qu'est la vraie réalité de l'agriculture ? Non. Tous les partis savent pertinemment l'agriculture. On fait face simplement à une chose, ce sont les partis écologistes qui sont les variables d'ajustement dans les différents gouvernements de gauche et qui viennent négocier au moment de leur entrée dans les gouvernements simplement un certain nombre de choses. Ils ont négocié le nucléaire à un moment, ils ont négocié les OGM à un certain moment. Je suis moi à côté de Montluçon où Dominique Voynet, quand elle est rentrée en 96, elle a négocié l'abandon du barrage de Chambon-Char qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus d'eau à Montluçon. On est simplement dans des partis qui sont minoritaires mais faiseurs de roi et qui négocient pour les partis majoritaires tout simplement des volontés et là aujourd'hui on est dans une volonté décroissante dictée par les partis écologistes. Emmanuel Ferrand, vous avez tweeté les chiffres de France Stratégie à horizon 2050. Surface de fourrage, maïs et prairies temporaires, moins 41%. Surface maïs, grains et semences, moins 36%. Surface culture industrielle, betteraves et pommes de terre, moins 20%. Surface de vigne, moins 20%. Surface prairie permanente, moins 9%. On veut maintenant devenir un pays qui importe de la nourriture, qui soit importateur net ? Ça peut être un choix politique, mais qu'on le dise très clairement. On se dit, aujourd'hui, on ne produit plus d'agriculture, on fait des services, on vend des banques, on vend des parcs de loisirs, on vend des assurances, on peut vendre plein de choses, et on dit on achète de l'agriculture. Ça peut être un choix politique.
Mais ça serait vraiment un gâchis de brader des surfaces immenses vouées à l'agriculture. Et qu'est-ce qu'on fait de ces surfaces? Qu'est-ce qu'on fait des surfaces demain, des montagnes où on peut ne mettre que des vaches pour paître ces prairies-là? Ça veut dire que si on ne le fait pas, c'est la forêt qui avance et demain, ce sont les incendies. Ça veut dire qu'on va laisser complètement des zones à la désertification. Venez par chez moi dans l'Allier ou dans la Creuse et vous verrez que la désertification avance déjà. Ça veut dire que si l'agriculture est pas là pour produire et entretenir les paysages et entretenir la nature, demain, on a des pans entiers qui seront complètement désertifiés. Ça sera pas la Beauce, bien évidemment. Ça sera les Alpes, ça sera le Massif central, ça sera le Grand Ouest. Ce seront les zones qui, en plus, subiront les aléas climatiques. Merci mille fois, Monsieur le maire Emmanuel Ferrand, agriculteur et maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, conseiller régional et qui gère aussi le Fonds européen agricole du développement durable dans sa région. Merci, vous étiez passionnant et très très clair.